Olivier Mao, je travaille pour Somfy. Je suis en charge de la partie industrie et logistique pour un pour BG Sécurité. Avant de commencer, je voulais juste faire une aparté sur la fin de ce qu'on a vu, les petits pas, aller sur le terrain. C'est quelque chose que je prône et ça a été toute autre démarche. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter qui on est assez rapidement. Et derrière, en fait, on va faire un focus sur notre projet Smart Factory qui nous a permis d'être labellisé Vitrine Industrie du Futur. Donc 3 phases, le cadre du projet, le projet à proprement parler, et en fait les bilans que nous on a pu en tirer. Donc le groupe Somfy, c'est un peu plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est présent, notre chiffre d'affaires est fait à 75% à l'export. Aujourd'hui, on est 9000 salariés et puis on a un peu plus de 50 ans d'existence. On est excessivement connu pour tout ce qui soit motorisation de la maison, notamment les stores et les volets roulants, qui est le cœur historique de nos produits. On s'est après diversifié sur l'accès à la maison avec les portails et portes de garage. Et depuis une dizaine d'années, on est rentré dans la maison connectée. Et donc nous, on appartient à cette division-là où on fait tous les produits connectés. Et on est basé actuellement à Rumilly, donc pas très loin d'ici, à côté d'Annecy, à 1 heure de route. On est la plus petite des usines, mais on est l'usine la plus spécialisée, puisque aujourd'hui, on fabrique des systèmes d'électronique connectés sur ce site-là. On gère 1000 références de composants et on fait à peu près 350 références de produits finis. On a une quarantaine de personnes et on adresse un peu tous les marchés, du DIY en passant par le e-commerce et des pros. Et la particularité, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, on a été labellisé Vitrine Industrie du Futur par l'Alliance Industrie du Futur et l'État français pour notre démarche en fait sur le numérique. Alors le cadre du projet, comment on a abordé cette transformation-là? Donc tout d'abord, en fait, on s'est donné comme objectif et comme enjeu en fait de numériser la chaîne de valeur end-to-end, c'est-à-dire du fournisseur en fait jusqu'au client. Et l'idée, c'était de regarder sur chacun de ces maillons-là comment en fait on pouvait venir numériser cette chaîne de valeur. Et donc on a articulé en fait cette transformation autour de 4 axes. Le premier, ça a été de pouvoir disposer en temps réel les données de production. Et de la même manière, en fait, de disposer des données produites en temps réel. Et donc ça, on a plutôt appelé cette brique-là la collecte des datas. Et du coup, une fois qu'on a collecté nos datas, on s'est dit, bah, maintenant, en fait, le deuxième axe, c'est de pouvoir les analyser en temps réel également. Et donc là, on est sur la gestion et l'analyse dynamique des données. Et enfin, en fait, une fois qu'on a pu les collecter, qu'on a pu les analyser, la dernière brique, ça a été de dire, en fait, on vient les visualiser en temps réel. Et là, on est dans le pilotage de la performance. Toute cette première brique, en fait, on est dans le pilotage de la donnée. Et on a rajouté quand même une dernière brique qui était des équipements flexibles et une usine numérique, qui est plutôt la partie physique. Et on voit bien que finalement, l'axe a plutôt été donné sur la gestion de la data, plus que sur le flux physique en lui-même. Et donc, une fois qu'on a posé ce cadre-là, on a défini une roadmap de transformation. Et dans cette transformation, on a dit tout d'abord, en fait, en juillet 2014, on a lancé un projet qu'on appelait Lean, qui avait pour vocation de moderniser notre outil industriel. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans une démarche de numérique, il est très important en fait, de venir en fait, moderniser votre outil, de faire du Lean. Parce que sinon, en fait, ce que vous allez faire derrière, c'est que vous allez numériser vos gaspillages, vos MUDA, comme on le dit en Lean. Et donc, du coup, et ça a aussi une vertu, c'est-à-dire qu'on peut expérimenter assez facilement, à pas cher, en fait, en faisant du papier. Et du coup, on écrit d'une certaine façon les procédés qu'on veut numériser derrière. Et donc là, on a fait du Lean, tout simplement. On a mis en place d'ETRS en mode papier. On a mis en place un petit train. On a mis en place des AIC, qui est notre gouvernance par animation intervalle court. Et suite à ça, en fait, on avait une usine qui était moderne. Pour autant, en fait, on n'avait pas de réactivité dans le sens où, quand on récupérait les feuilles de TRS le soir, le temps de les analyser le lendemain, on présentait ça le surlendemain. Et 2 jours après, quand vous présentez le résultat à une production, c'est déjà trop tard. Parce que vous présentez le mercredi, le lundi, ok, c'est trop tard. Donc là, on s'est dit, pour aller plus vite, pour avoir cette réactivité, c'est là qu'on a dit, bah, en fait, on a lancé le projet Smart Factory, qui avait eu pour vocation en fait, de numériser nos process et nos procédés. C'est-à-dire tout ce qu'on avait mis en place en papier, on a dit, bah, on va l'enlever, on va mettre du numérique à la place. Et donc là, la première brique, ça a été de mettre en place un MES et que l'ensemble de notre atelier soit en réseau. Les machines n'étaient pas connectées, donc on a connecté les machines les unes aux autres. Et puis là, on a déployé derrière, et ça, je vais rentrer dans les détails de cette brique-là. Et en fait, ce qui nous a permis en octobre 2018 d'être labellisé Vitrine Industrie du Futur. Et une fois qu'on a fait cette démarche, c'est-à-dire qu'on a modernisé, on a numérisé, on s'est retrouvé assis, et on est assis aujourd'hui sur des mines d'or de données.
Et donc, on vient de lancer depuis un peu plus d'un an un projet qu'on a appelé Intelligent Factory, qui a pour vocation, en fait, là, d'utiliser cette data, en fait, de mieux l'utiliser et de passer dans des modèles prédictifs dans un deuxième temps. Et donc, le périmètre que je vais vous proposer, c'est celui qui est en rouge. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce périmètre-là. Pour mieux comprendre, je vais vous expliquer un peu l'architecture telle qu'on l'a définie. C'est-à-dire que d'un côté, on a le pilotage de l'usine, de l'atelier de façon générale, dans lequel on va utiliser la data. À l'autre extrémité, on a le smart atelier avec nos équipements connectés, où là, on collecte la data. Et au centre, on a nos serveurs. Alors, on a des serveurs on-premise, mais également, et également du SaaS. Le pilotage et le serveur, ça va être du Wi-Fi ou du filaire. Par contre, on est parti sur du full Wi-Fi dans l'atelier. Donc tous les équipements sont en Wi-Fi. De telle sorte que ça nous donne la flexibilité de pouvoir configurer l'usine en fait, assez facilement sans avoir retiré des câbles. On a aussi une brique qui est assez nouvelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a mis au milieu de tout ça un data lake et l'intelligence artificielle, dans lequel en fait, les données qui sont on-premise ou les données qui sont en SaaS remontent dans le data lake et ça nous permet d'avoir la brique de prédictif et d'analyse de données. Donc ça, c'est l'architecture globale de notre organisation. Et maintenant, je vais rentrer dans le détail. Donc, une fois qu'on avait bâti cette architecture-là, en fait, on s'est donné un objectif, on s'est donné 3 objectifs. Et pour transformer ça, en fait, ce qui a été primordial et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en fait, l'humain au cœur du dispositif. Et ça, moi, j'y suis fondamentalement attaché, c'est-à-dire qu'en fait, on peut transformer qu'avec les hommes. Et l'idée, ça a été de se dire, on fait des produits connectés, on parle d'UX, expérience utilisateur, sur quand je déballe mon produit, quand je l'installe. Et on a fait exactement la même approche avec nos opérateurs et nos employés, en disant ça va être quoi leur approche quand ils vont arriver dans une usine connectée, dans une usine digitalisée. Et on a réinventé ce parcours-là en disant comment on peut simplifier leurs opérations, comment on peut rendre plus facile le travail, et comment on peut rendre le travail plus participatif et plus dynamique. Ça a été la première brique. Et du coup, pour pouvoir satisfaire cette brique-là, en fait, on a donné un deuxième objectif qui était la techno. Et on a utilisé la techno pour rendre le travail plus simple. Et on n'a pas fait la techno pour de la techno, on a dit, en fait, on prend la techno pour rendre le travail plus efficace, plus pertinent, plus rapide. Et puis, on est quand même une entreprise, donc il y avait un volet économique. Et le dernier volet, c'était de se dire, nous, on est sur des produits connectés, nos concurrents, ils sont asiatiques, ils s'appellent Nest, ils s'appellent Amazon, Google. Et donc, on ne peut pas rivaliser sur faire des objets en production de masse. Par contre, on peut se rivaliser sur la personnalisation de masse au coût de la production de masse. Et l'idée, c'était de dire, bah, nous, on fait en fait, du sur-mesure à un coût compétitif. Alors si maintenant je rentre dans le détail, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, pour mieux comprendre les slides d'après. Donc on a aujourd'hui 2 briques qui sont le RP et le MES. Donc notre RP, lui, travaille à la demi-journée. On va retrouver plutôt les données techniques produits. On va retrouver la gestion des stocks, la gestion des OF et ainsi de suite. Et puis on a la brique du MES qui est la maille seconde, c'est-à-dire que c'est bien l'interface de l'opérateur avec l'opérateur en fait avec les équipes support. Et comment ça fonctionne? Bah, le RP descend dans le MES dans l'atelier, et vice-versa, on remonte. C'est-à-dire que le MES, il est bien en fait entre le RP et l'interface atelier. Alors, les étapes, tout à l'heure on parlait de petits pas, nous on a décomposé ça en 3 étapes. La première étape, on a dit, on se focalise plutôt sur ce qui soit TRS et changement de série. On est allé chercher essentiellement en fait la performance à ce niveau-là. Donc à mai 2016 à février 2017, ça nous a permis de supprimer des feuilles de TRS, les fiches au poste, également de supprimer des fichiers Excel parce que dans chaque entreprise on a des ERP, mais on a plein de fichiers Excel qui sont à côté. Alors l'idée c'était de supprimer les papiers, mais c'était aussi de supprimer ces fichiers Excel, de sorte à ce qu'ils soient ou dans le RP ou dans le MES pour que la data soit disponible au bon endroit. Et ce projet-là, en fait, on a eu un ROI de 6 mois. Au début, quand on l'avait lancé, on était parti sur un ROI d'1 an. Il y avait toute une partie qui était non chiffrable, comme la performance liée à l'utilisation de tablettes sur la ligne de prod. Et en fait, on a trouvé d'autres gains par la suite qu'on ne pouvait pas chiffrer au moment du lancement de projet. Donc suite à ça nous a permis en fait d'autofinancer la deuxième étape, qui elle a été plutôt axée sur la qualité. Où là c'était de pouvoir récupérer les données qualité en temps réel sur les lignes de prod. Et donc là on a supprimé, par contre on avait une feuille de contrôle qualité qu'on a supprimé, le fichier Excel où on gérait l'ensemble de nos pièces non conformes, et on est sur un ROI de 1,2 ans. Et en fait la dernière brique, une fois qu'on a fait, je sais ce qui se passe dans l'usine, je maîtrise ma qualité. On a fait toute une brique complémentaire qui était l'optimisation en fait de cet atelier, c'est-à-dire l'ordonnancement numérique, les changements de série et rapprovisionnement des postes numérisés.
et la maintenance, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait le taux d'utilisation de nos équipements, donc on pouvait aussi coupler de la maintenance. Et là, on a supprimé des feuilles de maintenance, parce que la maintenance est dans le MES. On a supprimé aussi, on a une gestion des numéros de série, des numéros radio, parce que nos produits sont connectés, on a des adresses MAC. Donc pareil, l'attribution des adresses MAC se fait de façon automatique en fonction de l'utilisation. Et si on prend la globalité de ce projet sur les 3 ans et demi, on est sur un ROI d'à peu près 1 an. Alors comment ça fonctionne? Donc, je vais vous expliquer en fait un fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a à gauche le pilotage, les serveurs et l'usine. Quand les équipes industrialisation, elles gèrent le dossier de fabrication, donc le firmware du produit, la façon de tester le produit, elles posent ça sur le serveur. Donc là, toutes les données nécessaires à fabriquer le produit sont sur le serveur. Lorsque la prod lance un OF, notre ERP va générer un fichier dans lequel on va retrouver l'ensemble des éléments nécessaires à fabriquer le produit, c'est-à-dire la nomenclature, le lien vers la fiche au poste, le lien vers le firmware, le lien vers le fichier de test. À partir de là, le MES, lui, le récupère. Il sait quel produit et quelle adresse MAC attribuer à ce produit-là. Il vient régénérer et compléter avec les adresses MAC nécessaires. Du coup, à l'autre bout, les lignes de prod, elles, quand on leur dit tu vas fabriquer tel OF, elles se configurent en automatique. Donc la ligne de prod vient se configurer entièrement en automatique. Et elle vient chercher les éléments nécessaires à sa configuration. Et une fois qu'elle est configurée, elle renvoie un signal en comme quoi moi je suis prêt. Et à partir de là, en fait, on a des tablettes sur toutes nos lignes de prod. Et les opérateurs et opératrices, à partir de là, attaquent le changement de série et commencent en fait à fabriquer. Et là, il y a un dialogue perpétuel en fait entre les machines, la tablette et les serveurs. Les données remontent elles en automatique et de façon temps réel, ce qui nous permet à l'autre bout de pouvoir en fait animer la performance en temps réel. Et puis bien sûr, tout ça est répliqué sur un data center pour protéger les données. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail ce que je viens de vous expliquer. Donc l'étape 1, ce que je vous disais, c'est que ça a été d'optimiser, de fiabiliser nos changements de série. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre un nouveau produit, on fait 350 références de produits finis. Automatiquement, en fait, la nomenclature apparaît sur la tablette. Donc là, vous avez un exemple en bas à droite de tablette. Et les opératrices viennent scanner les différents éléments pour s'assurer que le poste est configuré conformément au produit à fabriquer. Et une fois que tout a été scanné et que ça passe vert, à ce moment-là, on peut produire. Si vous avez des lignes oranges, c'est-à-dire que s'il faut mettre 3 vis ou 4 notices, il faut zipper 4 fois et ça rappelle le nombre de composants à mettre dans les produits kits essentiellement. Ça nous a permis, ce sujet-là, ça nous a permis de gagner vraiment rapidité de notre temps de changement de série. Ça a permis aux opératrices d'être beaucoup plus autonomes et de les sécuriser. C'est-à-dire que suite à ça, on n'a plus d'erreurs livrées chez les clients, il y a des problèmes de prod. L'autonomie des opératrices, c'est-à-dire qu'avant, en fait, on faisait des contrôles croisés. Quand elle faisait son premier produit, elle appelait une copine qui venait vérifier. Là, en fait, elle est autonome et ça, en fait, on a gagné ce temps perdu et surtout la responsabilisation des équipes. Donc une fois que la ligne est démarrée, derrière, en fait, on va retrouver le suivi en temps réel de la performance. Donc là, si vous voyez, c'est exactement ce que voit une opératrice hein, là, sur sa tablette. La ligne bleue, c'est sa performance. Les barres vertes, c'est le cumul des produits bons. Et ça, c'est super parce que c'est quelque chose qu'elle nous demandait. Elle ne savait pas si elle performait bien, si elles étaient en retard. Et du coup, ça leur donnait une vraie valeur sur ouais, en fait, j'ai bien compris la formation, j'ai des bonnes méthodes, donc je peux les donner à des collègues. Ou alors, j'y arrive pas et je lève la main pour qu'on vienne m'aider. Et souvent, on me dit, mais en fait, ça a été pris pour du flicage. Et en fait, absolument pas, parce qu'avant, on avait du papier, c'était compliqué. Là, on est passé sur du numérique, donc c'est que des clics et c'est très facile. Et en même temps, c'était une demande de leur part de savoir où elles en étaient. Et ça permet aussi aux responsables de prod de pouvoir faire du coaching individuel et personnalisé en fonction des performances sur les différents produits. Donc elles, quand elles doivent changer d'état machine, elles ont la tablette, elles peuvent cliquer, c'est paramétrable, elles choisissent en fait si elles sont en pause, si elles sont en panne, si elles sont en formation. Et nous, de l'autre côté, on a le Pareto en temps réel des déperditions de l'usine. Donc ça nous a permis de travailler très précisément avec des faits et pas des impressions sur les causes de dysfonctionnement. Le résultat, il a été assez direct hein, parce qu'on a gagné 5 points de TRS, donc un vrai gain sur la performance, et on a bien sûr supprimé des feuilles papier. Alors comme je vous disais, on fait 350 références de produits, il y a des produits qu'on ne fait pas tous les jours, donc on peut oublier comment on le fabrique. Et donc là, à ce moment-là, en fait, l'opératrice clique sur document OF et on a la fiche au poste qui apparaît. Donc il y a la possibilité de venir consulter en fait, à tout moment en fait, la fiche au poste qui permet de monter le produit. Donc ça, je vous ai dit tout à l'heure, 0 réclamation client depuis janvier 2017 liée à des problèmes de production. Et puis,
On s'est assez vite rendu compte que d'avoir mis des tablettes un petit peu partout, c'est super parce que ça donne une vraie vision de ce qu'on fait sur le poste. Par contre, il nous a manqué une vision un peu plus globale et on a mis des grands écrans dans l'usine qui donnent une synthèse de ce qui se passe. Et c'est utilisé pour aux opératrices leur donner une vision synthétique, mais c'est aussi utilisé en cas de visite, ou même moi le matin quand j'arrive, je regarde l'écran en fonction des couleurs des poches, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une couleur correspond à un état, si c'est vert c'est en prod, si c'est rouge c'est en panne, si c'est bleu c'est en changement de série, si c'est noir c'est fermé. Donc très rapidement, visuellement, on sait les postes qui fonctionnent, les postes dans quel état elles sont. On a la production du jour, du mois, de l'année, et le camembert, c'est les défauts qu'on a rencontrés au long de la journée. Donc très rapidement, très synthétiquement, on a une vision en fait, de ce qui se passe. L'étape 2, ça a été de travailler sur la qualité. Et donc là, on s'est appuyé sur ce qu'on a fait sur le terrestre. De la même manière, lorsqu'on a détecté un défaut qualité, on vient renseigner en automatique la référence qui est en défaut. C'est ce qui nous permet d'avoir ici, en fait, et on peut classer, est-ce que c'est un défaut fonctionnel, un défaut plastique, un défaut électronique. Et donc ça nous donne très rapidement en fait, la distribution de nos défauts, soit par catégorie, soit si c'est des défauts internes ou des défauts externes. Et donc on a une vision, instantanée et précise par poste et par produit des défauts, qui nous a permis de baisser de 42% de notre coût de non-qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on détecte le défaut tout de suite. C'est-à-dire que le technicien qualité, il a un écran de supervision. Dès qu'un défaut apparaît sur un poste, une croix apparaît, donc il clique, il peut regarder l'informatique. Si c'est une carte électronique à 70 €, il va intervenir. Si c'est un emballage à 30 centimes, du coup, il a pu prioriser ses actions. Et donc, on a stoppé les défauts au plus tôt et mis les actions correctives au plus tôt. Donc, ça a été un grand avantage. Et puis on est une entreprise électronique, donc on a le first pass deal, notre capacité à faire bon du premier coup. Donc ça nous a permis en fait, de pouvoir améliorer les posages en fait, d'interfaces de test lorsqu'on mettait de nouveaux équipements. En tout cas leur mise au point a été beaucoup plus rapide puisqu'on arrivait à mieux cibler les problèmes. Et puis, dernière étape de cette étape 2, on a numérisé nos AIC, donc ce qu'on appelle l'animation intervalle court, c'est le top 5 du matin, c'est le top 30, et donc les infos remontent sur des écrans tactiles, donc le matin les AIC se font sur écran tactile. Donc là vous avez un exemple, à gauche c'est l'écran de prod, à droite on peut aussi le visualiser depuis un PC. Moi ça me permet de voir aussi, quand je suis à l'extérieur, je peux me connecter, j'ai une synthèse des performances de l'usine. Et donc le RP, le WMS, le MES se déverse là-dedans. Et donc on a une vision assez synthétique, que ce soit sécurité, que ce soit performance, et ainsi de suite. Étape 2, étape 3, excusez-moi. Donc étape 3, donc là je vous expliquais, on a plutôt travaillé sur la partie connexion de nos équipements. Donc là vous avez un exemple d'un poste simple. Donc l'écran à droite se configure automatiquement et avec la tablette on voit que les produits communiquent les uns avec les autres. Et donc l'attribution des numéros de série, l'attribution des adresses MAC se fait en automatique, ce qui fait que automatiquement l'opératrice n'a plus à se soucier. Ça se paramètre et ça a changé vraiment les choses puisque en fait tout ce qui était à non-valeur ajoutée est devenu automatique et ça permet de se concentrer sur la qualité, sur ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. La maintenance, qui a été le maillon qu'on a mis l'an dernier, et ça c'est super parce que lorsque on détecte un problème sur la ligne de prod, en fait on peut déclencher une alerte de maintenance ou une demande de réglage. Donc on n'a plus besoin du petit carnet qui dit j'ai eu tel problème, automatiquement dès que j'ai un souci, que je mets panne, boum, il faut qualifier la panne. Donc quand la maintenance arrive, a déjà un premier niveau d'analyse. Ça nous a permis aussi de faire des maintenances au temps d'utilisation et pas à la fréquence. On dit tous les 6 mois, on va passer cet équipement-là en maintenance. En même temps, s'il n'a pas tourné, on a pu ajuster vraiment nos niveaux de maintenance en fonction de l'utilisation. Et puis surtout, le gros intérêt, c'est qu'on a élargi ça à la gestion des moyens de mesure. Et on est une usine électronique, on a élargi ça aussi à la gestion et à l'entretien des produits ESD. Grosso modo, la diminution, c'est de 30% des temps de maintenance. Donc on a aussi gagné dans la performance de nos temps de maintenance. Et puis la dernière brique qui est assez récente, puisqu'elle date de cet été, qui est la planif. Donc la planif, ou en tout cas l'ordonnancement de l'usine est entièrement numérisé. Donc là vous avez un exemple, les postes, les OF en cours.
Donc ça nous permet de pouvoir en fait voir en temps réel ce qui se passe. Ça permet également un pilotage à distance. C'est aussi intéressant. Ça permet, si jamais vous êtes le responsable de projet est en réunion, il peut intervenir sans avoir à se déplacer. Donc ça permet un certain nombre de choses. Et surtout, c'est que le temps ordonnancé a été diminué de 60%. On a vraiment gagné parce qu'on a mis l'intelligence artificielle derrière. C'est-à-dire qu'on choisit dans un panier les OF à fabriquer. Et lui, automatiquement, il va analyser, il va faire une première proposition en fonction de taux de présence, de taux de disponibilité des machines, et ainsi de suite. Il va faire une pré-proposition d'ordonnancement. Et après, ça permet au responsable de prod de venir ajuster et d'y mettre sa plus-value. Et puis à ça, en fait, on a couplé toute la gestion numérique de la pro des composants sur les postes. Donc, on a le RP connecté au MS, connecté aux tablettes. Ce qui se passe, c'est qu'on a 3 zones. On va dire une zone magasin, une zone qu'on appelle Mizuzumashi, mais c'est la gestion du petit train, Water Spider en fait, et la production. Donc, on a le magasin qui vient déposer des composants dans une zone de picking, et de cette zone de picking, ça part sur la ligne de prod. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'une opératrice, elle peut dire, ah bah, hop, moi il me manque un composant, donc elle peut faire une demande de réappro. Automatiquement, ça arrive sur la tablette du préparateur flux, qui lui, en fait, a les demandes inhérentes à ce qu'il doit préparer pour les postes à venir, mais en même temps les demandes d'appro des postes. Il vient chercher ses composants sur la ligne de picking. Si jamais, en fait, la ligne de picking et il n'y a plus de composants, il fait une demande de réapprovisionnement au magasin. Et lui, le magasin, quand il va réapprovisionner, s'il prend la dernière palette dans le stock, automatiquement, ça envoie un email à l'approvisionneur pour dire « j'ai pris la dernière palette, est-ce qu'il y a bien un appro en cours ?» Et puis, forcément, tout ça est supervisé et remonté en fait, sur des écrans, que ce soit en prod ou au magasin. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de papier. Tout le monde est avec des tablettes ou des écrans tactiles et l'info circule de façon temps réel. Alors, si je fais un bilan de cette phase-là, là, je vous ai mis quelques verbatim. C'est des verbatim et des impressions. Hein, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a remonté. J'aime bien celui de Jacqueline en haut à gauche. Les tablettes et les PC, c'était pas mon truc. Maintenant, je suis à l'aise. C'est-à-dire que cette transformation numérique, elle est allée au-delà de l'usine. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, ça les a rendus aussi plus à l'aise. Voilà, Jacqueline, elle est à la retraite dans 6 mois. Et aujourd'hui, bah, en fait, elle se sent voilà, beaucoup plus à l'aise avec les aspects, enfin, l'appareil numérique. Et puis, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le fait que on parle avec des données, en fait, on parle avec des faits, speak with data, quoi. C'est plus avec des impressions. Ah, ça tombe toujours en panne. Non, maintenant, les gens ils viennent, ils disent exactement c'est quoi le problème, c'est caractérisé, et ça, c'est un vrai plus. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette transformation-là, en fait, est pour moi une transformation réussie? Tout d'abord, en fait, ce qui est important tout au long de ce projet, c'est qu'on a toujours donné du sens et de la visibilité. C'est-à-dire qu'on a expliqué pourquoi on le faisait, à quoi ça servait, et tous les mois, lors des points mensuels qu'on fait avec les équipes de prod, on donnait un état de l'avancement. Et ça, c'est super important, parce qu'en fait, ça donne de la vision, et on comprend pourquoi on se transforme. Et puis, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, les petits pas. En fait, ça, c'est une transformation grosse. Par contre, à côté de ça, on a fait plein de petites transformations, plein de petits pas, qui ont permis de montrer que s'améliorer, c'est nécessaire et ça aide. Par contre, ça demande une vraie exemplarité, c'est-à-dire que si l'info remonte, on se doit de donner une réponse, on se doit de le faire, en fait. Et donc, on a partagé les enjeux, le cadre du projet, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, voilà, on faisait des points, on a donné un peu d'avancement. Et l'autre aspect qui est primordial, c'est impliquer les utilisateurs de demain. C'est-à-dire que ça ne peut marcher que si en fait, on implique ceux qui vont utiliser demain en fait, le produit, s'ils ont été associés. C'est-à-dire que quand les IHM, les interfaces homme-machine, on les a définis avec les opératrices. Et quand elles sont arrivées, c'était déjà leur produit, parce qu'elles avaient déjà travaillé l'IHM, on avait déjà travaillé ensemble. On a demandé à des volontaires s'ils voulaient nous aider à construire. Et donc les équipes projet, elles sont pluridisciplinaires. C'est pas nous, l'amélioration continue, nous, la direction, il y a des opératrices. Si c'est un sujet d'opératrice, on a pris la maintenance quand c'était sujet de maintenance, on a pris l'ordo quand c'était sujet d'ordo. C'est-à-dire que l'utilisateur de demain fait partie de l'équipe projet et en fait, il construit son outil de demain. Et ça, c'est primordial. Et quand je disais au tout début, on a mis l'homme au cœur du dispositif. Ça, c'est un facteur clé. C'est-à-dire que c'est pluridisciplinaire et c'est ensemble dans un collectif global, en fait, avec toutes les fonctions qu'on a construites.
Et puis les partenaires qu'on a choisis, on les a choisis parce qu'ils avaient la même ADN que nous, parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs. Et ça, c'était important. On ne les a pas choisis parce qu'ils étaient bons techniquement, on a choisi parce qu'en fait, on était câblés pareil. Et c'est aussi important. L'axe humain, on l'a aussi mis dans les choix de nos partenaires. On avait un qui était très bon, mais en fait, on ne le sentait pas dans son approche. On a choisi quelqu'un d'autre. Voilà. Et surtout, on a pris des entreprises de taille qui nous correspondaient. On est 40 personnes. On n'est pas allé chercher des grosses structures. On a pris des structures comme nous, petites, des startups innovantes qui travaillaient en agilité. Et ça a été important. Voilà, méthode agile et méthode pas à pas, en fait, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est important. Learn and test, on essaye, et on se trompe, super, trompez-vous, quoi. Ça veut dire que vous avez appris. Et donc, du coup, on avance et on progresse. Les impacts pour la prod, ça a été quoi? Je vous l'ai montré tout à l'heure, le TRS hein, qui a progressé, le taux de rebut interne qui a chuté, nos frais industrie logistique versus le chiffre d'affaires, donc notre rentabilité a été améliorée, et on a, en tout cas, plus de non-conformité liée à des problèmes de prod. Les bénéfices, ça a simplifié les opérations en production, on a des opérations qui sont très très simples. Et du coup, je prends un exemple souvent, c'est-à-dire que quand on rentrait des intérimaires, on avait la performance qui baissait le mois qui suivait l'entrée, mettait un mois à se refaire. Aujourd'hui, on voit même plus en fait. Quand on rentre des intérimaires, en fait, ça se voit même plus sur la performance. C'est-à-dire que c'est tellement facile de prise en main que la formation se fait tellement rapidement. L'accompagnement aussi, hein, l'axe humain, c'est-à-dire que les opératrices accompagnent naturellement. En fait, ça a créé une vraie collaboration, un vrai travail d'équipe. Et le numérique n'est qu'un support pour comprendre ce qu'on fait derrière. Donc, automatisation des tâches à valeur ajoutée. Et puis surtout, on a tout ce temps qu'on passait à remplir des fichiers, tout ce temps qu'on passait à construire des analyses. Comme maintenant, on a la donnée en temps réel, on le passe en fait à analyser, quoi. Et donc, du coup, le travail est beaucoup plus intéressant. Et finalement, on améliore notre outil. Comme je vous disais, en fait, nos opératrices, elles ont gagné en autonomie. Elles sont beaucoup plus autonomes aujourd'hui et en proactivité. C'est-à-dire que le fait de voir ce qui se passe en temps réel, ça a fait émerger plein de problématiques terrain. Et moi, je leur disais souvent, en fait, c'est vous qui savez exactement comment améliorer. C'est vous qui vivez au quotidien avec les outils. Pour l'améliorer, on a besoin de vous. On a besoin de comprendre. Et le numérique, ça a aussi libéré la parole. Ça a permis de comprendre ce qu'on faisait et donner du sens. Voilà, vision globale, un travail plus attractif. On l'a vu, vous l'avez vu, les données sont disponibles en fait à distance, en temps réel. Donc moi je suis en télétravail, je peux me connecter à l'usine, je sais ce qui s'y passe. Donc ça c'est très pratique. Et surtout ça a fait évoluer les modes de fonctionnement. Et ça c'est le plus important, c'est-à-dire qu'on est passé d'un mode à qu'est-ce que je produis à pourquoi je le produis et comment. C'est-à-dire que voilà, on se pose vraiment la question de pourquoi je le fais, comment je le fais. Et plus je dois l'assembler parce que je dois l'assembler, quoi. Tout ça nous a permis d'être labellisé vitrine industrie du futur. Donc ça c'est lors de la remise du prix à Paris il y a 1 an et demi. Et enfin, en guise de conclusion, notre mot de leitmotiv, c'était de dire on fabrique des produits connectés qui sont aujourd'hui, on développe des produits connectés qui sont aujourd'hui fabriqués dans une usine connectée. Et donc, notre usine est devenue attractive. Grâce à ça, on a développé une vraie attractivité. Moi, je prends cet exemple-là. On a des intérimaires, quand elles partent, elles nous disent est-ce que je peux revenir? Je ne prendrai pas d'autres missions? Est-ce que vous allez me reprendre? Voilà, aujourd'hui, on est devenu très attractif sur la place du marché de Rumilly. Il y a même des intérimaires, quand elles partent, elles pleurent tellement qu'elles se sentent bien dans l'usine. Donc ça, c'est vraiment des facteurs d'attractivité forts. Et ça attire tout public. Finalement, le numérique, ça a attiré tout public, ça rend moderne, ça a montré que l'usine, ça peut être fun. Derrière, en fait, on a nettement amélioré la qualité des produits fabriqués. Ça nous a permis d'avoir une usine rentable et on maîtrise cette rentabilité et on l'a améliorée. Et surtout, ça a mis en place une dynamique industrie du futur. C'est-à-dire que quand on a commencé à mettre le TRS automatique, la qualité était venue en disant « Ah bah tiens, moi je pourrais faire la qualité, génial ». La comptabilité qui est venue en disant « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dématérialiser les documents administratifs ?» et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ça a généré une dynamique où chacun est venu avec des sujets, avec des idées. C'est-à-dire que, et ça c'est fort. Et aujourd'hui, on a un backlog d'idées de transformation qui est relativement large. Donc ça, c'est vraiment la plus grande des mines d'or. Voilà, donc en tout cas, merci. Et puis, bienvenue à notre Smart Factory.